30 minutes d'information. Bienvenue, bonsoir. Côte d'Ivoire-Vatican, une histoire d'amitié qui date de plus de 50 ans maintenant. Le président de la République Alassane Ouattara et le pape François ont évoqué le renforcement de ces relations d'amitié et de coopération. Alassane Ouattara au Vatican a assisté à une messe d'action de grâce en faveur de la Côte d'Ivoire avant d'échanger avec le président italien et le fondateur de la communauté Saint-Égidio. C'est le début des travaux à New York sur le sommet de l'ONU sur la transformation de l'éducation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, conduit la délégation ivoirienne. Il s'agit de remédier à la fois au retard d'apprentissage et aux profondes défaillances structurelles des systèmes d'éducation dans le monde entier. Et puis, le ministre de la Justice face aux sénateurs, Sanson Kambile, présente un projet de loi relatif au divorce et à la séparation du corps. C'est en effet une réforme de la loi qui entreprend une présentation clairement distincte et plus explicite des procédures de divorce par consentement mutuel, de divorce pour faute et de séparation du corps. Mais tout d'abord, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été reçu ce samedi par le chef du Saint-Siège, le pape François, au Vatican. Les deux personnalités ont évoqué le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Le président ivoirien a ensuite rencontré le président italien, Sergio Mattarella, pour un déjeuner de travail. Jérôme Kofi Aboulin. Le Vatican, ce samedi, en fin de matinée, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est reçu avec à ses côtés la première dame Dominique Ouattara par le pape François dans le cadre de sa visite officielle. Le chef de l'État ivoirien et sa sainteté le pape vont échanger pour évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun, et cela en vue du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. L'autre temps fort de la présence du président Alassane Ouattara au Vatican est marqué par les échanges de présents. Au nombre des cadeaux offerts au pape par la partie ivoirienne, un tableau qui symbolise la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Le président Alassane Ouattara, entouré des membres de sa délégation, reçoit à son tour des documents de prière sur la paix et la fraternité humaine dans le monde. Après l'étape du Vatican, le président de la République, Alassane Ouattara, est allé à la rencontre du président de la République italienne, Sergio Mattarella. Une rencontre marquée par un déjeuner de travail entre les deux délégations. Et toujours dans le cadre de sa visite officielle au Vatican, le président de la République, Alassane Ouattara, a préparé ce vendredi à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. C'est à la basilique Saint-Marie-Majeure de Rome. Jérôme Kofi Aboulin. Un acte de reconnaissance envers Dieu, celui que vient de poser la Côte d'Ivoire à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Rome, en Italie, ce vendredi. Le pays, représenté par le couple présidentiel Alassane et Dominique Ouattara, prend part ici à une messe d'action de grâce pour la paix et la stabilité retrouvée. Un moment important qui enregistre aussi les présences aux côtés du chef de l'État et de la première dame, du Premier ministre Jérôme Patrick Hachi, de l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des prêtres et d'une forte communauté d'Ivoiriens. Tous sont venus magnifier le Seigneur pour la quiétude réinstaurée en Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011. La dite messe est célébrée par son éminence Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Dans son homélie, le célébrant salue les efforts consentis par l'ensemble des Ivoiriens et en particulier le chef de l'État Alassane Ouattara pour favoriser ce retour au calme. Pour lui, la paix reste une quête permanente et un don de Dieu qu'il faut consolider chaque jour davantage. C'est pourquoi son éminence Pietro Parolin, au nom de sa sainteté le pape François, exhorte la Côte d'Ivoire à poursuivre ses efforts pour l'établissement d'un climat et d'un environnement de paix, de cohésion et d'unité nationale. Ce à quoi s'engage pleinement le président de la République, Alassane Ouattara, si l'on en croit son porte-parole, Jean-Baptiste Soro. Au terme de la célébration de cette messe, le président Alassane Ouattara, la première dame et le secrétaire d'État du Vatican ont déposé une gerbe de fleurs sur l'autel de la Vierge Marie. Je vous invite à suivre quelques réactions au terme de cette messe d'action de grâce.
C'est un grand clin d'œil que Dieu nous fait en nous faisant célébrer une messe dans cette basilique pour la paix en Côte d'Ivoire. Et qu'au sortir de cette cathédrale, eh bien, les fils de la Côte d'Ivoire puissent se regarder dans les yeux et se dire, mon frère, ma sœur, je t'aime, nous marchons ensemble. Que le Seigneur entende ce cri et il entendra. Et retenez bien qu'à partir de ce soir, bien, la Côte d'Ivoire se retrouvera. Une chose est d'avoir retrouvé la paix. Une chose est d'avoir amené la quiétude au pays. Mais une autre est de maintenir cette paix de façon durable, de consolider tous les acquis. Seul Dieu peut nous y aider. Au commencement était Dieu. Le président de la République s'est tourné vers Dieu. Je me souviens bien à sa prestation de serment en 2011 pour prendre l'engagement devant les hommes et devant le Seigneur d'être un apôtre de la paix, d'être cet ambassadeur de la paix, d'œuvrer avec Saint François d'Assise, qu'il a cité dans son allocution à Yamoussoukro en 2011, pour être un homme de paix. Et aujourd'hui, un homme de paix, il revient au Vatican rendre grâce à Dieu. Seuls les hommes de foi ont de telles attitudes. Et avec le président, nous nous sommes associés par nos modestes prières pour dire merci à Dieu et confier tous les Ivoiriens, toute la nation, au Seigneur, afin qu'il achève ce qu'il a commencé et que plus jamais la Côte d'Ivoire ne se retrouve dans des moments de difficulté, ne se retrouve déchirée. Nous venons d'une nation en paix, d'une nation unie. C'est le sens de cette messe. On poursuit avec les activités du chef de l'État en Italie. Alassane Ouattara a échangé avec Andrea Riccardi, le fondateur de la communauté Saint-Egidio, une communauté bien représentée dans notre pays. Jérôme Kofi-Aboulin. Au cours de sa visite officielle au Vatican, à Rome, le président Alassane Ouattara a reçu ce vendredi le professeur Andrea Riccardi. Celui-ci, à la tête d'une délégation, a échangé avec le chef de l'État ivoirien sur les activités sociales et internationales de la communauté Saint-Egidio, dont il est le fondateur. Saint-Egidio est présente en Côte d'Ivoire depuis des dizaines d'années, donc plus de 30 ans d'ailleurs, et donc on a parlé de notre activité sociale et internationale. Du point de vue social, surtout le travail avec les jeunes et les enfants plus fragiles, et dans la réinsertion scolaire, et ça c'est tout un programme qui va continuer. Du point de vue international, les activités de la paix que la communauté déroule en Afrique en général, et en particulier dans la sous-région. On a parlé beaucoup de l'instabilité de la sous-région, le Sahel, etc., et de l'action que Saint-Egidio mène pour les médiations et le dialogue. En particulier, et j'ajoute pour terminer, il y a un aspect de dialogue interreligieux très important que le président a souligné et sur lequel nous allons travailler. Saint-Egidio est une communauté chrétienne née en 1968. Devenue par la suite un réseau de communautés, elle mène des missions dans plus de 70 pays à travers le monde. Les activités de Saint-Egidio en faveur de la paix, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde, lui ont valu plusieurs distinctions, parmi lesquelles le prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 1999. Le président de la République a également effectué une visite au siège du patronat italien où se tenait un forum économique entre 200 entreprises italiennes et 100 représentants d'entreprises ivoiriennes. Occasion pour Alassane Ouattara de relever les performances de la Côte d'Ivoire dans les domaines économiques, agricoles et énergétiques, avant d'inviter bien sûr les entreprises italiennes à accroître leurs investissements dans notre pays. On voit cela avec Mama Traoré. Opération séduction de l'exécutif ivoirien au siège du patronat italien. En chef de file, le président de la République de Côte d'Ivoire rencontre la Confindustria, la Confédération générale des entreprises italiennes. À ses côtés, le Premier ministre Patrick Achi, plusieurs membres du gouvernement et une centaine de chefs d'entreprise ivoiriens. Cette délégation de haut niveau se donne pour mission de convaincre les 200 entreprises italiennes présentes à ce forum d'affaires à venir investir en Côte d'Ivoire.
Bien malgré leurs 60 ans de relations d'amitié et de coopération célébrées l'an dernier et leur potentialité, le président Alassane Ouattara constate un faible niveau d'échanges commerciaux entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. L'Italie et la Côte d'Ivoire ont choisi de tisser une histoire diplomatique faite de respect, de liberté et de fraternité. Face à cette histoire longue, toujours positive, nos échanges commerciaux, notamment agricoles et industriels, recèlent encore d'innombrables opportunités non exploitées. Bien que de nombreuses entreprises italiennes soient déjà présentes en Côte d'Ivoire dans de nombreux secteurs, dont celui de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, la construction, le transport, le bois et plus récemment l'énergie, avec l'importante découverte réalisée par Eni. Nous pensons que le contexte mondial aujourd'hui nous offre l'occasion d'être encore plus ambitieux. Le volume de nos échanges est proche de 500 millions d'euros par an en moyenne, n'est donc ni à la hauteur de la qualité intrinsèque et spontanée de nos relations, ni de l'extraordinaire champ de potentialité que recèlent nos deux pays. Au regard du contexte économique mondial actuel, Alassane Ouattara milite pour des partenariats d'affaires entre entrepreneurs ivoiriens et italiens. La Côte d'Ivoire est membre de l'UMOA et de la CEDEAO. Comme vous le savez, l'UMOA compte à peu près 100 millions d'habitants. Au niveau des échanges et du PIB, la Côte d'Ivoire représente à peu près 40% de cet ensemble. Et au niveau de la CEDEAO, vous le savez, nous avons 15 pays, dont le Nigeria, le Ghana, le Sénégal et d'autres partenaires. Et je sais que l'Italie représente la deuxième économie manufacturière d'Europe, la 8e mondiale, et celle ayant enregistré le plus grand nombre de PME exportatrices au monde en 2021, avec un total de 230 000 entreprises. Dans cette perspective, je ne peux que me féliciter de nombreuses missions de prospection économique effectuées par les femmes et les hommes d'affaires italiens en Côte d'Ivoire, ainsi que de la signature de plusieurs protocoles d'accord à l'occasion de ce forum. Il sera donc capital de s'assurer ensemble que de leur évolution d'intention d'investissement. Je souhaite vraiment que ce forum puisse se transformer en visite en Côte d'Ivoire pour investir concrètement. Dans son adresse, le chef de l'État n'a pas manqué de relever la récente découverte par l'entreprise italienne Eni de gisements de pétrole et de gaz dans le bassin sédimentaire ivoirien. Un exemple de confiance en l'économie ivoirienne que le président Alassane Ouattara invite les patrons italiens à imiter. On poursuit avec les activités du président de la République. Alassane Ouattara est attendu ce samedi 17 septembre à New York, aux États-Unis, où il va prendre part à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Assemblée générale marquée par un débat général qui se tient du 20 au 26 septembre 2022 à Ouattouré. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies a débuté au siège de l'organisation à New York le 13 septembre 2022, après 2 ans de perturbation du calendrier onusien provoqué par la pandémie de Covid-19. Le thème retenu cette année, un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués. Ainsi, du 19 au 26 septembre, une semaine de haut niveau va réunir les chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour ces dirigeants de présenter leurs priorités et d'échanger sur les grands enjeux du moment. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, va prononcer le mercredi 21 septembre une allocution à la tribune des Nations unies dans laquelle il va partager la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation du monde et son engagement
en faveur notamment de la sécurité internationale, les droits de l'homme, les changements climatiques et l'accès à l'éducation. L'éducation qui, justement, est au centre d'un sommet en vue de mobiliser les décideurs et responsables politiques et concevoir une plateforme d'initiatives qui peuvent contribuer à transformer cet important secteur. Un autre événement marquant la Semaine des objectifs mondiaux impliquant les partenaires de la société civile, des entreprises, des universités et le système des Nations Unies pour recentrer l'attention et accélérer l'action des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU. Cet événement inclut la Semaine du climat de New York, le Forum du secteur privé des Nations Unies et le lancement du projet d'action climatique. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part à la 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, placé sous la présidence du président américain Joe Biden. Et Awa Touré en parlait à l'instant. Les travaux sur le sommet de l'ONU sur la transformation de l'éducation ont débuté à New York. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, conduit la délégation ivoirienne. Ce vendredi, elle a participé à un panel sur la place des jeunes dans la transformation de l'éducation. Michel Digré, envoyé spécial. La première journée de ce sommet a été consacrée à la mobilisation. Dirigée par les jeunes, elle a permis de livrer leurs recommandations collectives sur la transformation de l'éducation. En chanson ou avec des discours, les jeunes ont tenu à donner de la voix pour leur implication dans les prises de décision. Ici, c'est un jeune autiste qui fait des propositions. Les gouvernements doivent promulguer des politiques sensibles aux questions de handicap pour prendre en compte les besoins individuels de chaque élève et éliminer les stéréotypes. Voilà ce que les jeunes souhaitent réellement. La délégation de Côte d'Ivoire a présenté le modèle ivoirien d'implication des jeunes dans les prises de décision dans le système éducatif. En Côte d'Ivoire, nous avons les conseils scolaires. Et les conseils scolaires, ça regroupe l'ensemble des élèves d'un établissement donné. Et ces élèves-là ont à la tête un président qui est lui aussi un élève. Il est le pont entre l'administration et les élèves. Les élèves ont la possibilité de faire des propositions à l'établissement pour mieux apprendre. La ministre Mariatou Koné a précisé que cette implication des jeunes s'est matérialisée encore plus au cours des 10 mois des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Vous comprenez que pour nous, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont été conçus avec et pour les jeunes. Ils ont été impliqués à toutes les étapes, ils ont été impliqués dans toutes les régions du pays. Nous en avons 31, de la base vers le sommet. Nous avons compris qu'il était important de réformer l'enseignement en tenant compte de certaines aspirations des jeunes, certains besoins des jeunes qui sont ressortis. Le secrétaire général de l'ONU a pris des engagements au cours des travaux. Il faut intégrer les jeunes dans les mécanismes de prise de décision. Le combat sera long, mais nous sommes résolus à aller dans ce sens. Ce sommet dégagera des thématiques qui nécessiteront des actions accrues pour accélérer l'agenda 2030 de la transformation de l'éducation. Retour en Côte d'Ivoire, le vaste programme de construction et de réhabilitation d'aéroports dans notre pays est en marche. À Kong, dans la région du Tchologo, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara, et le ministre des Transports, Amadou Koné, ont visité le chantier de l'aéroport en construction. Kader Sogodogo. C'est en compagnie du ministre des Transports, Amadou Koné, que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara, arrive sur le chantier de l'aéroport de Kong. Une infrastructure aux caractéristiques adaptées pour assurer des plans de vol corrects. Le maître d'œuvre est le Bénet. Il y a une piste qui sera construite, une longueur de 1,9 km et de 30 mètres de large. En dehors de la piste elle-même qui sera construite, il y aura bien entendu également une aire de parking
pour les avions avec un aérogare et bien entendu des voies d'accès à cet aéroport. Démarré en avril dernier, le constructeur rassure quant au délai d'1 an pour rendre cet aéroport disponible. Les difficultés, pour le moment, c'est en dehors des déblais rochers que nous avons, qui est vraiment important et qui n'était pas du tout prévu. Mais nous sommes en train de surmonter cet obstacle-là. Nous avons pris les dispositions, les forêts sont sur place. Nous avons fait venir les explosifs civils pour pouvoir dynamiter. Les délais seront respectés sans problème. Un aéroport qui aura une mission bien spécifique. Vous connaissez donc la situation globale dans la région. Vous connaissez également le rôle important joué par la Côte d'Ivoire en termes de stabilité dans l'ensemble de la région. À la demande donc de l'armée qu'il fallait donc une base logistique aérienne avancée. Et les études qui ont été faites donc, montrent que donc c'est dans cette zone que cet aéroport devrait être fait. Nous ne sommes pas très loin du parc de la Comoué, nous ne sommes pas très loin des zones donc, opérationnelles de l'armée. L'aéroport de Kong, une fois les travaux achevés, sera un maillon essentiel pour la défense nationale et pour les missions de maintien de paix. Il est important que nous puissions avoir un aéroport de desserte pour pouvoir alimenter sur un plan logistique tous ces groupements tactiques interarmes que nous créons dans ces différents endroits. Donc l'aéroport de Kong viendra à point nommé pour essayer de régler ce souci que nous avons actuellement. C'est en avril 2023 que l'aéroport de Kong sera officiellement livré. En attendant, les travaux vont bon train. Après Kong, on part à Yamoussoukro, à 337 km. Le ministre de la Justice face au sénateur, Sanson Kambile, a présenté le projet de loi relatif au divorce et à la séparation du corps. Des changements notables sont à signaler. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Sanson Kambile, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est un habitué des débats devant les parlementaires. En se présentant devant la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat, il est porteur d'un projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps. Des modifications, tant dans la forme que dans le fond, sont à relever. Les mauvais traitements ont été ajoutés aux causes du divorce. En outre, les excès, sévices, injures graves et mauvais traitements ne sont pas limités uniquement à ceux commis contre l'autre époux. Des délais réduits pour la prise de décisions judiciaires. Le délai de conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce a été réduit de 3 à 2 ans. Le divorce par consentement mutuel va durer, avec ce nouveau projet de loi, 1 mois, 15 jours, au lieu de 2 mois, 15 jours, comme précédemment prévu. Pour ce qui est du divorce pour faute, dans le meilleur délai, le divorce pourra être prononcé au bout de 9 mois et dans des hypothèses les plus pessimistes, le divorce pourrait être prononcé au bout de 13 mois. Vous savez, par le passé, de simples mesures provisoires pourraient prendre 1 an. Donc aujourd'hui, on a un gain considérable. Sanson Kambile, magistrat hors hiérarchie, rompu aux arcanes du système judiciaire, dont la maîtrise des lois n'est plus à relever, aura séduit les sénateurs par ses explications limpides, concises et précises. Le projet de loi a été voté à l'unanimité. Autre volet de l'actualité, les mutuelles de la région du Tongpi sont désormais regroupées en confédération, une fêtière de plus de 150 organisations. Le bureau exécutif investi ce samedi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. On voit cela avec Frédéric Koulaï et Abou Sanogo. Amphithéâtre du Centre national de matériel scientifique de Cocody-Saint-Jean. Les filles et fils du Tongpi mobilisés pour l'investiture du bureau exécutif de la Confédération des mutuelles pour le développement du Tongpi. Avec l'investiture des instances dirigeantes de cette confédération, les cadres fondent beaucoup d'espoir. Dans nos diversités, nous devons constituer cette force
nous unir, nous mettre ensemble et pouvoir faire le jeu du développement. Nous sommes pleinement engagés à suivre ce processus de développement tout azimut qui est en marche dans le Tonkouy. En tant que haute chefferie du Tonkouy, nous sommes prêts à les soutenir, à les accompagner pour l'atteinte de ce développement tant recherché dans l'Union. Ce nouvel instrument au service du développement est la fédération d'environ 200 mutuelles issues des différentes localités de la région du Tonkouy. À peine installé par le ministre Vagondo Diomandé, Georges Goumi s'engage à résoudre les questions liées à la scolarisation des orphelins. Notre priorité, c'est l'éducation dans un premier temps. C'est pour cela, d'ailleurs, nous avons identifié le premier projet qui est le soutien aux orphelins. Parce que nous pensons qu'à partir de l'éducation, nous pourrons faire beaucoup de choses. Pour cette rentrée scolaire, la Confédération des mutuelles a identifié 500 orphelins qui vont bénéficier de prises en charge scolaires et nutritionnelles. Le parrain de la cérémonie, le ministre Vagondo Diomandé, a traduit sa satisfaction quant à la création de cet instrument. Il appelle à l'unité. Nous sommes là aujourd'hui avec toutes les mutuelles du Tonkouy pour amorcer un nouvel élan de développement. Chacun de nous est ambassadeur de chaque village de la région du Tonkouy. Chers frères et sœurs, permettez-moi d'être votre porte-parole auprès de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. En votre nom, je voudrais lui dire merci d'être toujours là pour nous et de nous tendre toujours la main. Tribune de développement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a fait des dons en numéraire, 1000 kits scolaires aux enfants démunis de la région du Tonkouy. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer du Cap-Vert en matière de technologie. Les ministres de tutelle des deux pays ont abordé la question au cours d'une rencontre. À noter que pour ses 500 000 habitants, le Cap-Vert possède déjà 6 câbles sous-marins qui lui permettent de bénéficier d'une fluidité au niveau des échanges de données informatiques avec le reste du monde. Walter Amadou Ouattara. En marge des activités de Smart Africa en Côte d'Ivoire, Pedro Lopez, secrétaire d'État à l'économie numérique du Cap-Vert, a effectué une visite de travail au ministère de la Communication et de l'économie numérique. Motif de cette présence, une future collaboration. Je suis en Côte d'Ivoire pour m'enquérir des différentes expériences et du professionnalisme en matière d'économie numérique de la Côte d'Ivoire et aussi trouver des voies de financement et d'investissement dans le domaine digital. Nous sommes à la recherche de partenaires dans ce domaine et donc nous sommes venus inviter la Côte d'Ivoire à nous rendre visite au Cap-Vert pour ce partenariat futur. Le ministre Amadou Koulibaly place beaucoup d'espoir dans ce partenariat qui pointe à l'horizon. Le Cap-Vert est très avancé. Ils ont 6 câbles sous-marins. La Côte d'Ivoire en a seulement 4. Nous en attendons donc un 5e. Les câbles sous-marins nous permettent d'avoir une connectivité avec le monde. Le secteur du numérique contribue au PIB d'environ 3%. Nous pensons, quand nous regardons le potentiel de notre pays, que cette contribution au PIB peut être doublée. Et quand je cite l'exemple du Cap-Vert, pays qui avait une économie tournée vers le tourisme, qui aujourd'hui, grâce à l'économie numérique, arrive à avoir une économie qui soit forte et viable, ça montre tout le potentiel que nous pouvons réaliser en termes d'économie numérique avec 29 millions d'habitants, là où eux, ils ont réussi avec 500 000 habitants. À la fin de cette rencontre, le ministre de la Communication et de l'économie numérique a annoncé une mission au Cap-Vert dans les tout prochains jours. Il compte s'inspirer du modèle de réussite en digitalisation de ce pays en Afrique. On passe au coronavirus et au point de ce samedi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 17 septembre 2022 10 nouveaux cas de Covid-19, 10 guéris et 0 décès. À la date du 17 septembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 019 cas confirmés, dont 86 158 personnes guéries, 822 décès et 39 cas actifs. Le 16 septembre 2022, 7 095 doses de vaccins ont été administrées.
Dans l'actualité politique, à présent, les populations de Karakoro et de Komboro, au nord du pays, ont célébré le retour de leur fils Alphonse Soro au sein du RHDP. Une cérémonie organisée en présence des ministres de la Communication et des Transports. Frédéric Goré, à Boussanougou. Ils sont venus de Karakoro, de Komboro-Dougou et des villages environnants pour célébrer dans l'allégresse le retour de leur fils Alphonse Soro au RHDP. Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ancien député RHDP des sous-préfectures de Karakoro, Komboro-Dougou, dans le département de Korogo, Alphonse Soro a demandé pardon au président de la République Alassane Ouattara, à ses parents et proches pour avoir quitté à un moment donné la grande famille des oufouettistes. Il justifie son retour par le fait que le président de la République Alassane Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire. Entre nous, quand tu regardes le travail que le président de la République fait en Côte d'Ivoire, quand tu regardes ce qu'il fait dans notre région, quand tu regardes ce qu'il fait pour Karakoro et pour Komboro-Dougou, rien ne peut expliquer à un moment donné que je sois absent sur les rangs. Les ministres Amadou Koné et Amadou Koulibaly, cadres du RHDP, ont salué le retour d'Alphonse Soro. Alphonse est venu, que tout le monde lui tende le bras et que nous travaillons ensemble. Qu'Alphonse intègre le parti. Je veux te présenter nos excuses. Je veux te présenter nos excuses pour avoir été si dur avec toi, mais tu ne nous en avais pas laissé le choix. Alphonse Soro a été le président de l'Alliance pour le changement, APC, un mouvement de la société civile qui a lancé ses activités en septembre 2009 pour ensuite se muer en formation politique en 2019. Dans le reste de l'actualité, fin de suspense au Sénégal. Amadou Ba a été nommé Premier ministre ce samedi 17 septembre. Il est ancien ministre de l'économie et des finances et ancien ministre des Affaires étrangères. C'est donc la fin d'une très longue attente depuis près de 10 mois, puisque ce poste de Premier ministre, supprimé par le chef de l'État en mai 2019, avait été rétabli en décembre 2021, mais il n'avait pas été pourvu jusqu'ici. Amadou Ba est nommé dans un contexte politique compliqué pour la majorité, alors que l'opposition a gagné du terrain lors des derniers scrutins et avant la présidentielle de 2024. Pour l'heure, la composition du nouveau gouvernement est encore attendue. Très belle nuit à toutes et à tous, sous la protection du Très-Haut. On se retrouve demain à 6h30.